Bataille entre les lettristes et le public. Interdiction de ce film par la censure. Publication par l'ensemble des lettristes de l'unique numéro de la revue Lyon. Tract et interruption lettriste au 5e Festival cinématographique de Cannes. Arrestation d'une dizaine de manifestants. Sabotage du congrès de la jeune poésie réuni au musée pédagogique de la rue d'Ulm. L'emploi de nombreuses forces de police contre les lettristes entraîne le retrait d'un grand nombre de participants. Debord et Volman fondent arbitrairement à Bruxelles l'Internationale lettriste. Présentation au ciné-club d'avant-garde du film de Debord, Hurlement en faveur de Sade. L'assistance l'interrompt après 10 minutes de projection seulement. L'Internationale lettriste attaque une conférence de presse tenue par Chaplin pour la présentation du film Limelight et il lance le tract « Fini les pieds plats ». Exclusion de Jean-Isidore Izou et Maurice Lemaître, qui, dans la presse, ont désavoué le scandale. Parution du premier numéro de la revue internationale lettriste. 1953. Mohamed Dahou adhère à l'internationale lettriste. Exclusion de Serge Bernard, suspect de déviation vers la littérature. Fondation d'un groupe lettriste à Alger. À Paris, un lettriste qui se promenait nuitamment dans les catacombes se voit condamné à une peine de prison pour vagabondage et vol de plomb. Il est acquitté en appel, mais exclu à quelque temps de là. Rix pour plusieurs motifs idéologiques. Premières expériences systématiques de dérive. Exploration du continent contre escarpe. Découverte de la rue sauvage. Exclusion de Jean-Louis Brault, qui s'engage peu après dans le corps expéditionnaire d'Indochine. Épuration d'une tendance nihiliste constituée dans l'international. Patrick Strahan, qui vient d'adhérer à l'internationale lettriste, est arrêté. Étant trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt, il est gardé illégalement 6 jours au dépôt, puis 2 mois à l'hôpital psychiatrique de Villévrard. Il fait paraître dans le bulletin édité par les malades internés dans cet asile un éloge de la construction de situation. 1954. La police ferme, en prenant prétexte d'un trafic de stupéfiants, un bar arabe du 5e arrondissement où les lettristes tenaient leur permanence. Grande activité métagraphique du groupe. Straram, quelque part Salt Spring, Gillivin, réflexion sur l'échec de quelques révolutions dans le monde, tombeau du général Chine, Debord, progression des lettristes au cœur du continent contre ça, etc. Démolition partielle de la rue Sauvage, entreprise par les travaux publics. Volman organise l'exposition métagraphique de la galerie du Double Doute. Exclusion de Gillivin. L'émission de Patrick Straram, alors au Canada, qui a pris parti pour les minoritaires. Parution du premier numéro de Potlatch. Plusieurs lettristes offrent de partir pour la guerre civile du Guatemala. Sa soudaine fin malheureuse les en empêche. Publication commune des surréalistes et des lettristes sur le centenaire officiel de Rimbaud, ça commence bien. Les surréalistes reculent, finalement devant l'intervention violente qu'ils avaient proposée. Et ça finit mal, faussaire. Tract lettriste relatif à ces incidents. Fondation d'un groupe suisse de l'internationale lettriste. Dissolution immédiate de ce groupe sous la pression de la police helvétique. 1955. Expérimentation psychogéographique dans le palais du facteur Cheval. Recherche et découverte des constructions du désert de Retz. Adhésion d'Alexander Trocky. Publication des premières études psychogéographiques. Debord, introduction à une critique de la géographie urbaine. Jacques Fillon, description raisonnée de Paris. Approfondissement d'une théorie générale situationniste. Publication de Pourquoi le lettrisme. 1956. Première exploration du quartier chinois de Londres. Publication de Mode d'emploi du détournement. Première réalisation de cartographie psychogéographique. Participation lettriste au mouvement international pour un Bauhaus imaginiste. Démission de l'architecte Max Bill, directeur de l'école d'Ulm, en but aux attaques du mouvement. International lettriste lance un ordre de boycott contre le festival de l'art d'avant-garde tenu dans l'unité d'habitation Le Corbusier, à Marseille. Échec complet de cette manifestation réactionnaire. Participation lettriste au congrès d'Alba, où les groupements progressistes de 8 nations sont représentés. Adoption par le congrès du mot d'ordre de l'urbanisme unitaire. Volman, j'écris propre, récit détourné. Debord, théorie de la dérive.
Une seule entreprise nous paraît digne de considération. C'est la mise au point d'un divertissement intégral. L'aventurier est celui qui fait arriver les aventures plus que celui à qui les aventures arrivent. La construction de situations sera la réalisation continue d'un grand jeu délibérément choisi, le passage de l'un à l'autre de ces décors et de ces conflits dont les personnages d'une tragédie mourraient en 24 heures. Mais le temps de vivre ne manquera plus. À cette synthèse devront concourir une critique du comportement, un urbanisme influentiel, une technique des ambiances et des rapports dont nous connaissons les premiers principes. Il faudra réinventer en permanence l'attraction souveraine que Charles Fourier désignait dans le libre jeu des passions. Après quelques années passées à ne rien faire au sens commun du terme, nous pouvons parler de notre attitude sociale d'avant-garde, puisque dans une société encore provisoirement fondée sur la production, nous n'avons voulu nous préoccuper sérieusement que des loisirs. Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor. La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. L'adjectif psychogéographique, conservant un assez plaisant vague, peut donc s'appliquer aux données établies par ce genre d'investigation, aux résultats de leur influence sur les sentiments humains, et même, plus généralement, à toute situation ou toute conduite qui paraissent relever du même esprit de découverte. Piranèse est psychogéographique dans l'escalier. Claude Lorrain est psychogéographique dans la mise en présence d'un quartier de palais et de la mer. Le facteur cheval est psychogéographique dans l'architecture. Arthur Cravant est psychogéographique dans la dérive pressée. Jacques Vacher est psychogéographique dans l'habillement. Louis II de Bavière est psychogéographique dans la royauté. Jacques l'Éventreur est probablement psychogéographique dans l'amour. Saint-Just est un peu psychogéographique dans la politique. La terreur est dépaysante. Toutes les maisons sont belles. L'architecture doit devenir passionnante. Nous ne saurions prendre en considération des entreprises de construction plus restreintes. Dans cette époque de plus en plus placée pour tous les domaines sous le signe de la répression, il y a un homme particulièrement répugnant, nettement plus flic que la moyenne. Il construit des cellules unités d'habitation, il construit une capitale pour les Népalais, il construit des ghettos à la verticale, des morts pour un temps qui en a bien l'usage, il construit des églises. Le protestant modulor, le Corbusier Sing Sing, le barbouilleur de crute néo-cubiste fait fonctionner la machine à habiter pour la plus grande gloire du Dieu qui a fait à son image les charognes et les Corbusiers. Et le premier confort que nous souhaitons sera l'élimination des idées de cet ordre et des mouches qui les propagent. Qu'est-ce que M. Le Corbusier soupçonne des besoins des hommes? Les cathédrales ne sont plus blanches, et vous nous en voyez ravis. L'ensoleillement et la place au soleil, on connaît la musique. Orgue et tambour MRP, et les pâturages du ciel où vont brouter les architectes défunts. Enlever le bœuf, c'est de la vache. Le nouvel urbanisme est inséparable de bouleversements économiques et sociaux heureusement inévitables. Il est permis de penser que les revendications révolutionnaires d'une époque sont fonction de l'idée que cette époque se fait du bonheur. La mise en valeur des loisirs n'est donc pas une plaisanterie. Cet air d'avoir été bien au-delà des choses, cette pensée assurée qui dénotait le long détour des parcours inutiles. Alors, que faire? L'art, les mondanités, vaut pour qui le nom d'Henri Michaud. La religion, la drogue, l'opium des peuples. La carte du parti, gros Louis comme devant. La jeunesse, Marie-Chantal, Marie-Salope. Le jeu, par 2 buts à 0. L'amour et ses méfaits. La vitesse, James Dean. Les bonnes affaires, le Suez. La pêche à la ligne. L'international, les tristes, rembourse les modes de vie, même ceux commencés ailleurs.
En 1947, la poésie onomatopéique marquait la première intervention scandaleuse d'un nouveau courant d'idées. Un groupe réuni sous la dénomination de lettristes, à cause de la poétique qu'il proclamait, devait dans les années qui suivirent étendre son champ d'action au roman, à la peinture 1950 et au cinéma 1951. Dadaïsme en positif, cette époque du mouvement opéra la critique de l'évolution formelle des disciplines esthétiques dans un souci exclusif de nouveauté qui n'était pas, comme on nous l'a trop facilement objecté, goût de l'originalité à tout prix, mais volonté de se soumettre les mécanismes de l'invention. L'élargissement dialectiquement prévisible des objectifs du lettrisme, marqué par de vives luttes de factions et l'exclusion de meneurs dépassés, devait situer le problème dans la seule utilisation de ces mécanismes à des fins passionnelles. L'Internationale lettriste, fondée en juin 1952, a groupé la tendance extrémiste du mouvement. Depuis un siècle, toute démarche artistique part d'une réflexion sur sa matière, aboutit à une réduction plus extrême de ses moyens. L'art moderne pressent et réclame un au-delà de l'esthétique, dont ces dernières variations formelles ne font qu'annoncer la venue. À cet égard, l'importance du surréalisme est d'avoir considéré la poésie comme simple moyen d'approche d'une vie cachée et plus valable. Mais le matin ne garde que peu de traces des constructions oniriques inachevées. Les années passent bourgeoisement en attendant du hasard objectif d'improbables passantes, d'incertaines révélations. Deux générations ne peuvent pas vivre sur le même stock d'illusions. La dernière après-guerre en Europe semble bien devoir se définir historiquement comme la période de l'échec généralisé des tentatives de changement, dans l'ordre affectif comme dans l'ordre politique. Alors que des inventions techniques spectaculaires multiplient les chances des constructions futures, en même temps que les périls des contradictions encore non résolues, on assiste à une stagnation des luttes sociales et, sur le plan mental, à une réaction totale contre le mouvement de découverte qui a culminé aux environs de 1930, en associant les revendications les plus larges à la reconnaissance des moyens pratiques de les imposer. L'exercice de ces moyens révolutionnaires s'étant montré décevant, de la progression du fascisme à la Deuxième Guerre mondiale, le recul des espoirs qui s'étaient liés à eux était inévitable. Après l'incomplète libération de 1944, la réaction intellectuelle et artistique se déchaîne partout. La peinture abstraite, simple moment d'une évolution picturale moderne où elle n'occupe qu'une place assez ingrate, est présentée par tous les moyens publicitaires comme le fondement d'une nouvelle esthétique. L'alexandrin est voué à une renaissance prolétarienne dont le prolétariat se serait passé comme forme culturelle avec autant d'aisance qu'il se passera du quadrige et de la trirème comme moyen de transport. Des sous-produits de l'écriture qui a fait scandale et que l'on n'avait pas lu 20 ans auparavant obtiennent une admiration éphémère mais retentissante. Poésie de Prévert ou de Char, prose de Gracq, théâtre de l'atroce crétin Pichette, tous les autres. Le cinéma, où les divers procédés de mise en scène anecdotique sont usés jusqu'à la corde, acclame son avenir dans le plagiaire d'Essica, trouve du nouveau, de l'exotisme plutôt, dans quelques films italiens où la misère a imposé un style de tournage un peu différent des habitudes hollywoodiennes, mais si loin après Eisenstein. On sait de plus à quel laborieux remaniement phénoménologique se livrent des professeurs qui, par ailleurs, ne dansent pas dans des caves. En janvier 1952, le film, traité de bave et d'éternité, passe dans une salle parisienne. Les lettristes sont alors groupés autour d'Izou et soutiennent violemment son entreprise cinématographique. Madame, j'ai lu votre critique du film de Jean-Isidore Izou dans Libération, écrit de bord au critique Simone Dubreuil. Mais vous êtes horrible à voir, ce qui devrait vous interdire de mettre vos grands pieds sur des questions intellectuelles. Nous rappelons qu'il s'agit d'inventer des jeux nouveaux. Les provocations insupportables que le groupe lettriste avait lancées, poésie réduite aux lettres, récit métagraphique, cinéma sans images,
déchaînait une inflation mortelle dans les arts. Jean-Isidore Izou assure. Nous nous méfions trop du repos des autres et de notre propre fatigue pour ne pas avancer au-delà de ces données. Nous y reviendrons. Le monde ne se débarrassera plus jamais de nous. Le groupe lettriste, vers 1950, tout en exerçant une louable intolérance à l'extérieur, admettait parmi ses membres une assez grande confusion d'idées. La poésie onomatopéique elle-même, apparue avec le futurisme et parvenue plus tard à une certaine perfection avec Kurt Schwitters et quelques autres, n'avait plus d'intérêt que par la systématisation absolue qui la présentait comme la seule poésie du moment, condamnant ainsi à mort toutes les autres formes et elles-mêmes à brève échéance. Cependant, la conscience de la vraie place où nous était donné de jouer était négligée par beaucoup au profit d'une conception enfantine du génie et de la renommée. La tendance alors majoritaire accordait à la création de formes nouvelles la valeur la plus haute parmi toutes les activités humaines. Cette croyance à une évolution formelle, n'ayant de cause ni de fin qu'en elle-même, est le fondement de la position idéaliste bourgeoise dans les arts. Leur croyance imbécile en des catégories conceptuelles immuables devait justement conduire quelques exclus du groupe à un mysticisme américanisé. L'intérêt de l'expérience d'alors était tout dans une rigueur qui, tirant les conséquences qu'un idiot comme Malraux ne sait ou n'ose pas tirer de prémices foncièrement semblables, on venait à ruiner définitivement cette démarche formaliste en la portant à son paroxysme. L'évolution vertigineusement accélérée, tournant désormais à vide, en rupture évidente avec tous les besoins humains. L'utilité de détruire le formalisme par l'intérieur est certaine. Il ne fait aucun doute que les disciplines intellectuelles, quelle que soit l'interdépendance qu'elles entretiennent avec le reste du mouvement de la société, sont sujettes, comme n'importe quelle technique, à des bouleversements relativement autonomes, à des découvertes nécessitées par leur propre déterminisme. Juger tout, comme on nous y invite, en fonction du contenu, cela revient à juger des actes en fonction de leurs intentions. S'il est sûr que l'explication du caractère normatif et du charme persistant de diverses périodes esthétiques doit plutôt être cherchée du côté du contenu, échange dans la mesure où des nécessités contemporaines font que d'autres contenus nous touchent, entraînant une révision du classement des grandes époques, il est non moins évident que les pouvoirs d'une œuvre dans son temps ne sauraient dépendre du seul contenu. On peut comparer ce processus à celui de la mode. Au-delà d'un demi-siècle, par exemple, tous les costumes appartiennent à des modes également passées dont la sensibilité contemporaine peut retrouver telle ou telle apparence. Mais tout le monde ressent le ridicule de la tenue féminine d'il y a 10 ans. Ainsi, le mouvement précieux, si longtemps dissimulé par les mensonges scolaires sur le XVIIe siècle, et bien que les formes d'expression qu'il ait inventées nous soient devenues aussi étrangères qu'il est possible, est en passe d'être reconnu comme le principal courant d'idées du grand siècle, parce que le besoin que nous ressentons en ce moment d'un bouleversement constructif de tous les aspects de la vie trouve le sens de l'apport capital de la préciosité dans le comportement et dans le décor. La conversation, la promenade comme activité privilégiée, en architecture, la différenciation des pièces d'habitation, un changement des principes de la décoration et de l'ameublement. Au contraire, quand Roger Vaillant écrit Beau Masque, dans un ton stendhalien, malgré un contenu presque estimable, il garde la possibilité de plaire par un pastiche, joliment fait. C'est-à-dire que, contrairement sans doute à ses intentions, il s'adresse avant tout à des intellectuels d'un goût périmé, et la majorité de la critique qui s'attaque sottement au contenu, déclaré invraisemblable, salue l'habile prosateur.
La nouvelle société, qui reprend les buts d'existence de l'ancienne, faute d'avoir reconnu et imposé un désir nouveau, c'est là le courant vraiment utopique du socialisme. D'une opposition fondamentale qui est en définitive le conflit d'une manière assez nouvelle de conduire sa vie contre une habitude ancienne de l'aliéner, procédaient des antagonismes de toutes sortes, provisoirement aplanis en vue d'une action générale qui fut divertissante et que, malgré ses maladresses et ses insuffisances, nous tenons encore aujourd'hui pour positive. La crise du lettrisme, annoncée par l'opposition quasi ouverte des attardés à des essais cinématographiques qu'ils jugeaient de nature à les discréditer par une violence inhabile, éclata en 1952 quand l'Internationale lettriste, qui groupait la fraction extrême du mouvement autour d'une revue de ce titre, jeta des tracts injurieux à une conférence de presse tenue par Chaplin. Les lettristes esthètes, depuis peu minoritaires, se désolidarisèrent après coup, entraînant une rupture que leurs naïves excuses ne réussirent pas à différer, ni à réparer dans la suite. Parce que la part de création apportée par Chaplin dans le cinéma le rendait, à leur sens, inattaquable. Le reste de l'opinion révolutionnaire nous réprouva encore plus sur le moment, parce que l'œuvre et la personne de Chaplin lui paraissait devoir rester dans une perspective progressiste. Depuis, bien des gens sont revenus de cette illusion. Dénoncer le vieillissement des doctrines ou des hommes qui ont attaché leur nom, c'est un travail urgent et facile pour quiconque a gardé le goût de résoudre les questions les plus attirantes posées de nos jours. Quant aux impostures de la génération perdue qui s'est manifestée entre la dernière guerre et aujourd'hui, elles étaient condamnées à se dégonfler d'elles-mêmes. Toutefois, étant connu la carence de la pensée critique que ces trucages ont trouvé devant eux, on peut estimer que le lettrisme a contribué à leur plus rapide effacement, et qu'il n'est pas étranger à ce fait qu'à présent à Ionesco, refaisant 30 ans plus tard, en 20 fois plus bête, quelques outrances scéniques de Zara, ne rencontrent pas le quart de l'attention détournée, il y a quelques années, vers le cadavre surfait d'Antonin Artaud. Qui a composé la chanson? C'est un tambour du bataillon. Qui a composé la chanson? C'est un tambour du bataillon. C'était un soir en battant la retraite. En pensant à sa vie que toujours il regrette. Les mots qui désignent à cette époque du monde tendent fâcheusement à nous limiter. Sans doute, le terme de lettriste définit assez mal des gens qui n'accordent aucune estime particulière à cette sorte de bruitage et qui, sauf sur des bandes sonores de quelques films, n'en font pas usage. Mais le terme de français semble nous prêter des liens exclusifs avec cette nation et ses colonies. L'athéisme se voit désigné comme chrétien, juif ou musulman avec une facilité déconcertante. Et puis, il est notoire que c'est une éducation bourgeoise plus ou moins raffinée que nous tenons, sinon ces idées, du moins ce vocabulaire. Ainsi, bon nombre de termes furent gardés, malgré l'évolution de nos recherches et l'usure, entraînant l'épuration, de plusieurs vagues de suiveurs, international lettriste, métagraphie et autres néologismes dont nous avons remarqué qu'ils excitaient d'emblée la fureur de toutes sortes de gens. Ces gens-là, la condition première de notre accord reste de les tenir éloignés de nous. Les disparus du lettrisme commencent à faire nombre, mais il y a infiniment plus d'êtres qui vivent et qui meurent sans rencontrer jamais une chance de comprendre et de tirer parti. De ce point de vue,
Chacun est grandement responsable des quelques talents qu'il pouvait avoir. Devrions-nous accorder à de misérables démissions particulières une considération sentimentale? Le dimanche 15 août 1954, à 22h30, un autocar vide, lancé à grande vitesse, s'écrasait à l'intérieur du bar Tonneau d'Or, au 32 rue de la Montagne Geneviève, notoirement utilisé par l'international lettriste. On relevait 4 blessés parmi les consommateurs. Par un heureux hasard, il n'y avait dans le bar aucun des lettristes qui devait y stationner à l'heure de l'accident. Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor. Gillivin formule en 1953 une théorie des quartiers état d'âme. Les quartiers de cette ville pourraient correspondre aux divers sentiments catalogués. Le quartier sinistre, par exemple, remplacerait avantageusement ces trous bouches des enfers que bien des peuples possédaient jadis dans leur capitale. Il symbolisait les puissances maléfiques de la vie. Le quartier sinistre n'aurait nul besoin de recéler des dangers réels, tels que pièges, oubliettes ou mines. Il serait d'approche compliquée, affreusement décoré. Sifflets stridents, cloches d'alarme, sirènes périodiques à cadence irrégulière, sculptures monstrueuses, mobiles mécaniques à moteur, et peut éclairer la nuit autant que violemment éclairer le jour par un emploi abusif du phénomène de réverbération. Au centre, la place du mobile épouvantable. La saturation du marché par un produit provoque la baisse de ce produit. L'enfant apprendrait par l'exploration du quartier sinistre à ne plus craindre les manifestations angoissantes de la vie, mais à s'en amuser. L'activité principale des habitants sera la dérive continue. Extrait de la déclaration du 5 mai 1954. Il convient de dicter une autre condition humaine. Les interdits économiques et leurs corollaires moraux vont être de toute façon détruits bientôt par l'accord de tous les hommes. Les problèmes auxquels nous sommes obligés d'accorder encore quelque importance seront dépassés, avec les contradictions d'aujourd'hui, car les anciens mythes ne nous déterminent que jusqu'au jour où nous en vivons de plus violents. Une civilisation complète devra se faire, où toutes les formes d'activité tendront en permanence au bouleversement passionnel de la vie. Cette grande civilisation qui vient construira des situations et des aventures. Une science de la vie est possible. La pratique du dépaysement et le choix des rencontres, le sens de l'inachèvement et du passage, l'amour de la vitesse transposée sur le plan de l'esprit, l'invention et l'oubli sont parmi les composantes d'une éthique de la dérive dont nous avons déjà commencé l'expérience dans la pauvreté des villes de ce temps. Toutes les maisons sont belles. L'architecture doit devenir passionnante. Nous ne saurions prendre en considération des entreprises de construction plus restreintes. Les constructeurs en sont perdus, mais d'inquiétantes pyramides résistent aux banalisations des agences de voyage. Le facteur cheval a bâti dans son jardin d'Haute-Rive, en travaillant toutes les nuits de sa vie, son injustifiable palais idéal, qui est la première manifestation d'une architecture de dépaysement. Ce palais baroque qui détourne les formes de divers monuments exotiques et d'une végétation de pierre ne sert qu'à se perdre. Son influence sera bientôt immense. La somme de travail fournie par un seul homme avec une incroyable obstination n'est naturellement pas appréciable en soi, comme le pensent les visiteurs habituels, mais révélatrice d'une étrange passion restée informulée. Ébloui du même désir, Louis II de Bavière élève à grands frais dans les montagnes boisées de son royaume quelques délirants châteaux factices, avant de disparaître dans des eaux peu profondes. La rivière souterraine qui était son théâtre, où les statues de plâtre dans ses jardins signalent cette entreprise absolutiste et son drame. Il y a là bien sûr tous les motifs d'une intervention pour la racaille des psychiatres, et encore des pages à baver
pour les intellectuels paternalistes qui relancent de temps en temps un naïf. Mais la naïveté est leur fait. Ferdinand Cheval et Louis de Bavière ont bâti les châteaux qu'ils voulaient, à la taille d'une nouvelle condition humaine. La poésie a épuisé ses derniers prestiges formels. Tête up! Tête up! Tête up! Ovilton, Tête up! Tête up! Gagen de Blekkies, ouvrit le chat. Gagen de Blekkies, ouvrit le chat. Gagen de Blekkies, ouvrit le chat. Gizil, tagazelli, gizil, 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 dalaganoel, tagazelli, glash, ganche, glash, 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 ganche, brain, blem, 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 bless, blem, 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 bless, blem, 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 bless, grail. Ovilton, Tête up! Tête up! Tête up! Tête up! Tête up! Tête up! Tête! La poésie a épuisé ses derniers prestiges formels. Au-delà de l'esthétique, elle est toute dans le pouvoir des hommes sur leurs aventures. La poésie se lit sur les visages. Il est donc urgent de créer des visages nouveaux. La poésie est dans la forme des villes. Nous allons donc en construire de bouleversantes. La beauté nouvelle sera de situation, c'est-à-dire provisoire et vécue. Les dernières variations artistiques ne nous intéressent que pour la puissance influentielle que l'on peut y mettre ou y découvrir. La poésie, pour nous, ne signifie rien d'autre que l'élaboration de conduites absolument neuves et les moyens de s'y passionner. En attendant la fermeture des églises, appel de l'international lettriste en août 1953. Malgré ce calendrier de 1793 qui essayait d'imposer un autre style, le mot déplaisant de saint continue de salir les murs d'une multitude de rues parisiennes dont il commande l'appellation. Depuis quelques mois, nous nous plaisons à mener campagne pour la suppression de ce vocable, dans la correspondance comme dans nos conversations. Les noms des rues sont passagers. Qu'est-ce que l'avenir en gardera, sinon peut-être, pour mémoire, l'impasse de l'Enfant Jésus, 15e arrondissement, métro Pasteur. L'administration des postes se soumet dès à présent aux vœux de son public. Les lettres parviennent boulevard Germain ou rue Honoré. Nous invitons la partie saine de l'opinion à soutenir cette entreprise de salubrité publique. Leur faire avaler leur chewing-gum. Appel publié par l'international lettriste le 16 juin 1954, 3 jours avant l'invasion du Guatemala par les mercenaires du capitalisme américain. Une fois de plus, Foster Rotet Dulles vous appelle aux armes. Le Guatemala a exproprié l'United Fruit, trust qui exploitait la gomme et les habitants de ce pays pour en tirer l'indispensable chewing-gum. Le dieu des armées anticommunistes s'est exprimé en ces termes. Pour écarter ces forces du mal, il faut recourir à une action pacifique et collective. L'action est en cours. Les armes, made in USA, sont déjà livrées au Honduras et au Nicaragua réactionnaire. L'Amérique repart pour la croisade. Juste dans le détail, on reprend les méthodes qui ont détruit l'Espagne républicaine. Le gouvernement de Arbenz Guzman doit armer les ouvriers. Aux sanctions économiques, aux attaques militaires de l'impérialisme, il faut répondre par la guerre civile portée dans les pays asservis d'Amérique centrale et par l'appel aux volontaires d'Europe. La vitesse doublée, c'est pas régulier. Le nouvel urbanisme est inséparable de bouleversements économiques et sociaux, heureusement inévitables.
Extrait du procès-verbal de la réunion lettriste du 26 septembre 1955 consacré au choix de mots d'ordre pour l'urbanisme à Paris. Gardez les gares telles qu'elles sont. Leur laideur assez émouvante ajoute beaucoup à l'ambiance de passage qui fait le léger attrait de ces édifices. Gilles J. Volman réclame que l'on supprime ou que l'on fausse arbitrairement toutes les indications concernant les départs, destinations, horaires, etc. Ceci pour favoriser la dérive. Après un vif débat, l'opposition qui s'était exprimée renonce à sa thèse et le projet est admis sans réserve. Accentuer l'ambiance sonore des gares par la diffusion d'enregistrements provenant d'un grand nombre d'autres gares et de certains ports. Suppression des cimetières. Destruction totale des cadavres et de ce genre de souvenirs, ni cendres ni traces. L'attention doit être attirée sur la propagande réactionnaire que représente, par la plus automatique association d'idées, cette hideuse survivance d'un passé d'aliénation. Peut-on voir un cimetière sans penser à Mauriac, à Gide, à Edgar Faure? Abolition des musées et répartition des chefs-d'œuvre artistiques dans les bars. L'œuvre de Philippe de Champaigne dans les cafés arabes de la rue Xavier-Privat. Le sacre de David au tonneau de la montagne Geneviève. Enlèvement des statues qui restent, dont la signification est dépassée, dont les renouvellements esthétiques possibles sont condamnés par l'histoire avant leur mise en place. On pourrait élargir utilement la présence des statues pendant leurs dernières années par le changement des titres et inscriptions du socle, soit dans un sens politique, le tigre dit Clémenceau sur les Champs-Élysées, soit dans un sens déroutant, hommage dialectique à la fièvre et à la quinine à l'intersection du boulevard Michel et de la rue Comte, les grandes profondeurs, place du Parvis dans l'île de la Cité. Pour les églises, 4 solutions différentes ont été avancées et reconnues défendables jusqu'au jugement par l'expérimentation qui fera triompher promptement la meilleure. Guy Ernest Debord se déclare partisan de la destruction totale des édifices religieux de toute confession, qu'il n'en reste aucune trace et qu'on utilise l'espace. Gilles J. Volman propose de garder les églises en les vidant de tout concept religieux, de les traiter comme des bâtiments ordinaires, d'y laisser jouer les enfants. Michel Bernstein demande que l'on détruise partiellement les églises, de façon que les ruines subsistantes ne décèlent plus leur destination première. La tour Jacques, boulevard de Sébastopol, en serait un exemple accidentel. La solution parfaite serait de raser complètement l'église et de reconstruire des ruines à la place. La solution proposée en premier est uniquement choisie pour des raisons d'économie. Jacques Fillon, enfin, veut transformer les églises en maisons à faire peur, utiliser leur ambiance actuelle en accentuant ses effets paniques. Tous s'accordent à repousser l'objection esthétique, à faire taire les admirateurs du portail de Chartres. La beauté, quand elle n'est pas une promesse de bonheur, doit être détruite. Et qu'est-ce qui représente mieux le malheur que cette sorte de monument élevé à tout ce qui n'est pas encore dominé dans le monde, à la grande marge inhumaine de la vie? Notre époque est parvenue à un niveau de connaissance et de moyens techniques qui rend possible une construction intégrale des styles de vie. Seules les contradictions de l'économie régnante en retardent l'utilisation. C'est l'existence de ces possibilités qui condamne l'activité esthétique dépassée dans ses ambitions et ses pouvoirs, de même que la maîtrise de certaines forces naturelles a condamné l'idée de Dieu. Il est inutile d'attendre une invention esthétique importante, aussi peu intéressante que les timbres-poste oblitérés, et forcément aussi peu variées que les productions littéraires ou plastiques ne sont plus les signes que d'un commerce abstrait. La phase de transition que nous vivons bouleverse l'ordre des préséances dans le choix des structures, des cadres et du public, des moyens dits d'expression, qui doivent servir de moyens d'action sur le cours des événements. Ainsi, la publicité et la propagande nous paraissent primer toute notion de beauté durable. Les travaux métagraphiques de certains d'entre nous ne sont pas destinés au musée du Louvre, mais à établir des maquettes d'affiches. Il vous est loisible de penser que ces considérations sont la dernière et la plus outrageante forme de cette mystification lettriste trop longtemps poursuivie par un groupe de plaisantins sans talent, et qu'une avant-garde d'une saine originalité peut fort bien prendre la relève culturelle. Cherchez là. Dans son ensemble, l'héritage littéraire et artistique de l'humanité
doit être utilisé à des fins de propagande partisane. Il s'agit bien entendu de passer au-delà de toute idée du scandale. La négation de la conception bourgeoise du génie et de l'art ayant largement fait son temps, les moustaches de la Joconde ne présentent aucun caractère plus intéressant que la première version de cette peinture. Il faut maintenant suivre ce processus jusqu'à la négation de la négation. À vrai dire, il faut en finir avec toute notion de propriété personnelle en cette matière. Le surgissement d'autres nécessités rend caduques les réalisations géniales précédentes. Elles deviennent des obstacles de redoutables habitudes. La question n'est pas de savoir si nous sommes ou non portés à les aimer. Nous devons passer outre. Tous les éléments pris n'importe où peuvent faire l'objet de rapprochements nouveaux. Il va de soi que l'on peut non seulement corriger une œuvre ou intégrer divers fragments d'œuvres périmées dans une nouvelle, mais encore changer le sens de ces fragments et truquer de toutes les manières que l'on jugera bonnes ce que les imbéciles s'obstinent à nommer des citations. De tels procédés parodiques ont été souvent employés pour obtenir des effets comiques, mais le comique met en scène une contradiction à un état donné, posé comme existant. En la circonstance, l'état de choses littéraires nous paraissant presque aussi étranger que l'âge du renne, la contradiction ne nous fait pas rire. Il faut donc concevoir un stade parodique sérieux, où l'accumulation d'éléments détournés, loin de vouloir susciter l'indignation ou le rire en se référant à la notion d'une œuvre originale, mais marquant au contraire notre indifférence pour un original vidé de sens et oublié, s'emploierait à rendre un certain sublime. Non seulement le détournement conduit à la découverte de nouveaux aspects du talent, mais encore, se heurtant de front à toutes les conventions mondaines et juridiques, il ne peut manquer d'apparaître un puissant instrument culturel au service d'une lutte de classe bien comprise. Le bon marché de ces produits est la grosse artillerie avec laquelle on bat en brèche toutes les murailles de Chine de l'intelligence. On a dû comprendre que notre affaire n'était pas une école littéraire, un renouveau de l'expression, un modernisme. Il s'agit d'une manière de vivre qui passera par bien des explorations et des formulations provisoires, qui tend elle-même à ne s'exercer que dans le provisoire. La nature de cette entreprise nous prescrit de travailler en groupe et de nous manifester quelque peu. Nous attendons beaucoup des gens et des événements qui viendront. Nous avons aussi cette autre grande force de n'attendre plus rien d'une foule d'activités connues, d'individus et d'institutions. Nous devons apprendre beaucoup et expérimenter, dans la mesure du possible, des formes d'architecture aussi bien que des règles de conduite. Rien ne nous presse moins que d'élaborer une doctrine quelconque. Nous sommes loin de nous être expliqués assez de choses pour soutenir un système cohérent qui s'édifierait intégralement sur les nouveautés qui nous paraissent mériter que l'on s'y passionne. On l'entend souvent dire, il faut un commencement à tout. On a dit aussi que l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre. Il est permis de penser que les revendications révolutionnaires d'une époque sont fonction de l'idée que cette époque se fait du bonheur. La mise en valeur des loisirs n'est donc pas une plaisanterie. Nous rappelons qu'il s'agit d'inventer des jeux nouveaux. L'internationale est triste, ne passera pas. 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 Ils se rencontrent à des heures invraisemblables en d'invraisemblables lieux, échangent à la hâte un ou deux mots de conseil ou de recommandation, des détails authentiques sur leurs voyages et leurs investigations, leurs observations sur les caractères et sur les mœurs, toutes leurs aventures enfin, aussi bien que les récits et autres opuscules auxquels pourraient donner lieu les scènes locales ou les souvenirs qui s'y rattachent, et poursuivent leur chemin vers la tâche désignée, puisque le temps est précieux, et qu'il suffit de 5 minutes pour mettre une vie en balance. Où je suis bien trompé, où nous tenons la plus fameuse aventure qui se soit jamais vue. L'aspect engageant de certaines localités, en Irlande et ailleurs,
qui figurent sur les cartes géographiques générales en couleur ou sur les cartes partielles d'état-major avec des échelles et des hachures. La détermination d'un organisme passionnel destiné à fonctionner dans ce milieu. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressemble de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. Achevé d'enregistrer à Paris le 6 décembre 1956 à la permanence lettriste de la rue Montagne-Geneviève par Michel Bernstein, Guy Debord, Jacques Fillon, Abdelhafid Khatib, Gilles Givolman. Va bene, Asger, tu peux aller boire un coup. Ça va, quoi.